Zimbabwe, la justice a rejeté la demande de libération sous caution de 58 personnes. Elles avaient été arrêtées lors d'une manifestation anti-Mugabe. Début du dialogue national en République démocratique du Congo, c'était en présence des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Venezuela, l'opposition a manifesté ce jeudi à Caracas. Une manifestation marquée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Bonsoir à toutes et à tous. La justice zimbabwéenne a rejeté ce vendredi la demande de libération sous caution de 58 personnes arrêtées la semaine dernière lors d'une manifestation contre le président Robert Mugabe. Le tribunal d'Harare a également décidé de libérer 11 autres personnes, dont un journaliste et des gardes de sécurité interpellés sur leur lieu de travail en échange du versement d'une caution de $50 chacune. En République démocratique du Congo, le dialogue national a démarré ce jeudi à Kinshasa. Il a été ouvert par l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, désigné par l'Union africaine pour faciliter ce dialogue. Et c'est en présence des représentants de la majorité, d'une partie de l'opposition et de la société civile qu'il a ouvert ses assises. Les détails. À moins de 4 mois de la fin du mandat du président Joseph Kabila, le dialogue national tant attendu s'est ouvert ce jeudi à Kinshasa, et ce en l'absence d'une importante partie de l'opposition qui considère ce forum comme un piège du pouvoir. Prévu pour durer 2 semaines, le dialogue national a été ouvert par l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, facilitateur désigné de l'Union africaine pour ce dialogue. Nous sommes donc arrivés à la dernière étape. L'étape cruciale de notre entreprise, et nous travaillons toujours d'arrache-pied pour conduire ce processus à bon port. Avant l'ouverture du dialogue, des heurts ont éclaté ce jeudi matin à Kinshasa entre des policiers et des manifestants anti-dialogue dans certains quartiers de la capitale congolaise. Suite à ces heurts et en vue de convaincre la frange de l'opposition encore récalcitrante, Vital Kamerhe a obtenu du facilitateur Edem Kodjo la suspension des travaux pour 2 jours. Nous sommes ici pour appliquer la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a fait mention du respect strict de notre Constitution. Rappelons que le climat politique est tendu en République démocratique du Congo à l'approche de la fin du mandat du président Joseph Kabila, fixé au 20 décembre prochain. Au Gabon, suite aux affrontements avec les forces de sécurité, 2 hommes sont morts dans la nuit de jeudi à vendredi à Libreville. Ces nouvelles victimes portent désormais à 5 le nombre de personnes décédées dans les manifestations qui ont éclaté mercredi au Gabon après la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba. Pour rappel, elles ont éclaté après que la commission électorale eut annoncé la réélection d'Ali Bongo avec 49,80% des suffrages contre 48,23% pour Jean Ping. En Guinée, le président Alpha Condé a reçu ce jeudi la visite du chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo. Cette rencontre intervient 2 semaines après des manifestations d'opposants suivies de violences meurtrières. Les 2 hommes se sont dit engagés à favoriser des échanges réguliers pour le bon fonctionnement du pays. Les images. 2 semaines que des milliers de partisans de l'opposition étaient dans la rue en Guinée. Dénonçant la dictature et la mauvaise gouvernance du pouvoir en place, les manifestants réclamaient la démission du président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, le chef de l'État et le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, sont arrivés à briser la glace. Tous 2 se sont dit engagés à favoriser des échanges réguliers. On n'a pas demandé, mais c'est moi qui ai dit qu'en tant que chef de l'opposition, il faut qu'on installe effectivement dans ce rôle de chef de l'opposition tel que la loi, qui n'a pas été votée par moi, mais par le Parlement. Et je fais remarquer que la loi a été votée à l'unanimité de l'opposition de la mouvance. Donc c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais le texte a été voté par le Parlement. Donc l'installer dans ce rôle de chef de l'opposition. Par rapport à la situation économique, nous avons noté les conditions difficiles de vie des citoyens. Il m'a fait part des mesures qu'il envisage pour améliorer les
conditions de vie des Guinéens, notamment la réduction de la TVA sur les denrées de première nécessité et l'engagement des projets d'infrastructure pour booster un peu la croissance. Pour rappel, les troubles du 17 août ont fait 1 mort et 12 blessés selon le gouvernement. Le policier incriminé a été arrêté au dire du ministre de la Sécurité. Vivement que les 2 leaders politiques fassent de la paix leur priorité. Au Libéria, le président de l'Assemblée nationale, Alex Tyler, a démissionné de son poste ce jeudi. Et ce, après des semaines de bras de fer avec des députés qui réclamaient son départ en raison de son implication présumée dans un scandale de corruption. Les anti-Tyler menaient campagne pour obtenir la majorité requise des 2 tiers de l'Assemblée composée de 73 sièges, soit 49 pour le contraindre à démissionner. Au Bénin, les travailleurs de Bénin Télécom SA ont manifesté ce jeudi sur le perron de la structure. Le sit-in organisé pour faire l'état des lieux de la gestion de l'entreprise et appelé à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents a failli tourner au vinaigre. Le constat. Ils se sont mobilisés, ces travailleurs de Bénin Télécom SA, pour crier leur ras-le-bol. Ras-le-bol au sujet des conditions de vie et de travail du personnel, mais aussi au sujet de l'environnement concurrentiel de l'entreprise. Juste le temps des dénonciations et ordre leur a été intimé, matraque, gaz lacrymogène et godasses au point de vider les lieux. La presse sur place a été déclarée persona non grata et a failli être passée à tabac. Déchirez. En dépit de l'accrochage, la substance des griefs sur la plateforme revendicative a été présentée à la presse. Aucun de nous, à l'heure où je vous parle, n'a reçu une note d'une quelconque administration pour l'interdiction de la manifestation. Les privés sont là, Bolloré est derrière. Et les autres groupes privés, GSM, qui dévancent Bénin Télécom en donnant le service, et c'est l'État, à travers ces structures décentralisées, qui donne ces autorisations à tuer Bénin Télécom en retour. Nous ne sommes pas d'accord qu'on ne continue pas à tuer Bénin Télécom. Depuis fin de 2014 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons plus l'intégralité de notre salaire. Si on n'a pas l'intégralité de notre salaire, ce n'est pas parce qu'il manque de l'argent. Je crois qu'il y en a suffisamment pour envoyer, pour demander aux huissiers de venir nous déguerpir. Il y en a pour faire les voyages. Le DG est toujours en mission. Il n'est jamais là. Regardez là où nous sommes là. Dites-vous qu'on a réflexionné ici, de ce que vous voyez là, à plus de 200 millions. Est-ce que c'est possible? Des faits graves et préjudiciables qui, en l'état, au dire des manifestants, n'autorisent pas à baisser les bras, mais plutôt poursuivre jusqu'au bout la lutte. On reste au Bénin où la Confédération des syndicats indépendants, la COSI Bénin, tient depuis hier jeudi un séminaire national syndical sur le dialogue social. Les activités au menu se déroulent autour du thème problématique du dialogue social constructif au Bénin, rôle et responsabilités des acteurs pour un développement socio-économique durable. Suivez plutôt. Le Bénin est régulièrement secoué par des tensions sociales cycliques débouchant sur des crises aux conséquences sociopolitiques et économiques préjudiciables pour son développement. L'objectif global des présentes assises est de renforcer les capacités techniques de tous les acteurs impliqués dans le processus du dialogue social au Bénin, à travers des échanges d'expériences, de bonnes pratiques, en vue d'une nouvelle approche du dialogue social constructif pour un développement socio-économique durable au Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon s'inscrit dans cette perspective. La signature cette semaine de la Charte nationale du dialogue social est une preuve. Nous remercions les partenaires de la CNV internationale qui accompagnent l'organisation de cet atelier qui déjà vient à point nommé pour donner des outils d'opérationnalisation de cette charte signée cette semaine. Aux États-Unis, Melania Trump, la femme du candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a engagé des poursuites en diffamation contre 2 organes de presse. Elle le reproche d'avoir affirmé qu'elle avait officié comme escort girl dans les années 1990. Reportage.
Réfutant un passé d'escort girl, la femme du candidat républicain Donald Trump a attaqué en justice 2 organes de presse. La plainte déposée devant un tribunal du Maryland vise la société Mail Media qui publie le Daily Mail Online ainsi que Webster Tarpley qui gère un blog dans cet état de l'Est des États-Unis. Ex-mannequin d'origine slovène, Melania Trump, 3e épouse du milliardaire Donald Trump, demande 150 millions de dollars de dommages et intérêts. Et selon Charles Harder, l'avocat de la plaignante, qui est notamment spécialisé dans les affaires de protection de la vie privée et de diffamation, ces allégations, lues par des millions de personnes aux États-Unis et dans le reste du monde, sont si volontairement nuisibles, malveillantes et dommageables que les compensations doivent s'envisager à hauteur de 150 millions de dollars. Ce jeudi soir, le Daily Mail Online a assuré que l'article qui évoquait le passé très épicé de Melania Trump n'avait pas pour objet de suggérer ou de dire que les allégations sont vraies. Tout l'objectif de l'article était de montrer que ces allégations pourraient avoir un impact sur l'élection présidentielle américaine, même si elles étaient fausses, a poursuivi le journal. Manifestation historique de l'opposition vénézuélienne ce jeudi à Caracas. Elle a été marquée par des affrontements entre manifestants et police qui a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. L'opposition dénonce l'infiltration de groupes violents. Imaginez. Nouvelle journée de mobilisation en septembre, c'est ce à quoi convie l'opposition vénézuélienne. C'était à l'issue d'une marche historique qui a, selon elle, rassemblé plus d'1 million de partisans d'un référendum contre le président socialiste Nicolás Maduro. Date retenue pour les nouvelles manifestations les 7 et 14 septembre. Les 2 rassemblements de jeudi dernier se sont déroulés sans incident majeur. Quelques affrontements sporadiques et des jets de gaz lacrymogène ont éclaté à la fin du cortège de l'opposition. Au moins 60 personnes ont été arrêtées selon l'ONG de défense des droits de l'homme Foro Pénal. Le pari semblait réussi pour l'opposition qui avait fait de cette journée un test. Elle s'est félicitée du caractère pacifique de la marche. 8 Vénézuéliens sur 10, selon l'Institut Data-Analysis, manifestent la volonté de changer de gouvernement. De son côté, le président Nicolás Maduro a menacé d'emprisonner les dirigeants de l'opposition en cas de violence, accusant les anti-chavistes de planifier un coup d'État au lendemain de la destitution de Dilma Rousseff. Il faut dire que ces derniers jours, les autorités ont déjà arrêté plusieurs leaders anti-chavistes, dont l'ancien maire de Caracas. Aussi, plusieurs correspondants de médias étrangers ont été exclus. Rappelons qu'il y a des mois que la tension est tendue au Venezuela, les anti-chavistes réclamant la tenue d'un référendum révocatoire en 2016. Et ce, alors que le Venezuela fait face à une récession économique liée à l'effondrement des prix du pétrole. Ce secteur est pourtant pourvoyeur de 96% des devises du pays. Les écureuils du Bénin se préparent dans le cadre de l'ultime journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017. Le ministre en charge des sports a rendu visite aux joueurs ce jeudi durant leur dernière séance d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou. Ils affrontent ce dimanche les Aigles du Mali, match qui se joue au stade du 26 mars de Bamako. Suivons un extrait des propos du ministre. Je suis venu leur transmettre les mots d'encouragement du chef de l'État qui m'a demandé de leur dire que nous sommes à 90 minutes d'un exploit qui peut faire plaisir aussi bien aux joueurs qu'au peuple béninois dans son ensemble. Et donc je suis venu leur transmettre ce message-là. Et également, je suis venu leur dire que je serai moi-même à leur côté, je conduirai la délégation, je voyagerai avec eux. Et à Bamako, nous prendrons toutes les dispositions pour que tout se passe bien. Il y a un groupe de supporters qui est parti ce matin. Il y a les supporters béninois résidant au Mali qui sont mobilisés, le contingent béninois. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises et aussi les dispositions logistiques. Notre équipe sera dans de très bonnes conditions et donc je suis venu leur témoigner la chaleur du gouvernement. J'ai annoncé également aux joueurs que j'allais doubler leur prime de match en cas de victoire. L'arrêté qui fixe leur prime date d'il y a quelques années. Je pense qu'il est temps que le Bénin encourage ses sportifs, ses soldats et donc j'ai décidé de doubler la prime de match et ça commence à partir du match de Bamako. Le gouvernement croit fortement en une qualification, comme l'a dit le chef de l'État et comme je le leur ai répété, nous sommes à 90 minutes d'un exploit qui fera du bien au peuple béninois, à tous les joueurs, à l'encadrement, au public, à tous les supporters.